Beaucoup d'experts sont convaincus, en tout cas louent le pragmatisme de la Fed et de Jérôme Powell. Mais notre invité que vous connaissez, Xavier Patrolin, bonjour. Bonjour. Président donc d'Albatros Capital, lui est convaincu que la Fed la Banque Centrale Américaine a fait une grosse erreur de politique monétaire. En même temps, j'ai envie de vous dire, Xavier, je vous aime bien, hein, mais les taux courts, ils sont à 2,5. Le 10 ans est à 2,7%. Où est le bug? Dans le passé, les taux étaient beaucoup plus élevés. Hein. Oui, mais qu'elle a fait une erreur? Vous êtes seul contre tous, là. Non, je ne suis pas seul contre tous. Et pas beaucoup. Hein. J'utiliserai probablement le conditionnel. Pourrait avoir fait une erreur. Ah. Non, Qui va coûter cher au marché Mais déjà, qui a coûté cher au marché, enfin qui a coûté cher au marché actions à travers le monde, particulièrement sur le 4e trimestre. Tu auras noté que le pétrole a quasiment divisé par 2 à partir du 2-3 octobre. Tu auras noté que les marchés actions, y compris les marchés actions américains qui résistaient bien jusqu'alors, ont fortement baissé, que les marchés européens ont baissé globalement d'une grosse dizaine de pourcents. Et le problème de fond est que le coût de financement de l'économie américaine ne se mesure pas uniquement à l'aune du 10 ans américain, mais se mesure à l'aune de... Le 10 ans américain étant le taux auquel s'endette de l'État fédéral. Alors là, tu pourrais me dire, non, tu vois bien, le 10 ans américain, il est passé de 3,20 à 2,70. Donc le coût de financement de l'économie américaine s'est amélioré. Oui, mais non, c'est ce que je disais implicitement. Hein. Oui, mais ce n'est pas le cas pour la dette corporate. Comment ça C'est-à-dire que quand on voit le taux à 10 ans, encore une fois, souvent qui sert de base d'indexation au financement du reste de l'économie, ménage pour les crédits mortgage, pour les crédits immobiliers. Mais tu rajoutes des spreads. Donc tout ce qui est, par exemple, tout ce qui est crédit corporate. La base d'indexation a baissé, parce que le 10 ans américain. Oui, mais le spread s'est élargi par ailleurs. C'est-à-dire, quand tu compares, par exemple, les signatures, les très bonnes signatures, le spread a progressé. Le spread, c'est l'écart de la surprime que les emprunteurs doivent payer. Est passé de 60 points de base à 120 points de base. Sur ce qui est triple B, c'est-à-dire qui est quasiment junk bond, c'est passé de 300 points de base à 500 points de base. Donc, ce que tu as vu, la contraction des marchés, et c'est valable aussi en Europe, témoigne d'une dégradation forte des conditions de financement de l'économie américaine et des économies européennes. Alors on a du mal à le comprendre parce que les banques centrales agissent sur 2 leviers. Elles agissent sur les taux, donc c'est la partie conventionnelle, et elles agissent sur le tightening, c'est-à-dire la partie bilancielle. Elles contractent leur bilan, ce qui est le cas aux États-Unis. Ce qui n'est pas le cas en zone euro. Aux États-Unis, le bilan se contracte à hauteur, je crois, de 50 milliards de dollars tous les mois. Tous les mois. Pas rien. 600 milliards sur l'année. Oui. 15% de contraction du bilan. Certes, mais sur les taux longs, on est passé de 3,20 sur le 10 ans américain à 2,7. Sur le 10 ans américain, pas sur les conditions de financement de Mme Michu qui va acheter. C'est lié à la contraction du bilan? Mais bien sûr. Ah. Bien sûr. Et l'erreur que commet... D'où vient cette contraction du bilan, juste qu'on rappelle? Cette contraction du bilan vient du fait que... Pourquoi est-ce que le bilan de la Fed parce que c'est l'action depuis Lehman Brothers, c'est-à-dire que les banques centrales ont opéré ce qu'on appelle du quantitative easing, c'est-à-dire qu'elles ont agi en se portant acquéreuses nettes de dettes souveraines, mais aussi par moments de dettes corporate. Qu'elles avaient dans leur bilan. Voilà, pour se substituer à l'encombrement du système bancaire, à l'incapacité du système bancaire à pouvoir diffuser du crédit. Et donc, ça a fait croître les bilans de l'ensemble des banques centrales à travers le monde, particulièrement de la Fédérale Réserve. Comment elles le réduisent aujourd'hui? Elles le réduisent simplement en vendant les T-bonds dont elles disposent. C'est-à-dire qu'elles ne se contentent pas de renouveler. C'est ça. Elles ne réinvestissent pas quand certaines obligations arrivent à maturité, plutôt que d'en racheter. Voilà, elles ne rachètent pas. Et elles sortent à la marge. Ouais, mais elles ne vendent pas en tant que Si, elles vendent un peu, bien sûr que si. Bien sûr que si. La Fed vend? Oui, elle vend pour assurer son 50 milliards, puisque son échéancier ne colle pas à 50 milliards tous les mois par construction. Oui, mais le gros des 50 milliards vient des tombées obligataires. Voilà, exactement, et du non-réinvestissement. Mais pour finir. Ah oui, mais quand même. À la marge. Donc il y a un effet de stock, et cet effet de stock diffuse. Et donc ce qui explique pourquoi. Et ça se diffuse, c'est intéressant, ça se diffuse donc sur les coûts de financement des agents économiques américains. Et particulièrement sur les marchés actions, puisque les entreprises endettées ont découvert, si j'ose dire, même si elles le savaient, par exemple le marché des junk bonds, le marché de financement des dettes corporate a quasiment été fermé sur le 4e trimestre de l'année dernière aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il n'y a eu tout ça, aucune c'est émission. La faute de la Fed. Probablement. Pour moi, il y a plus une erreur de communication qu'une erreur d'action. Parce que, historiquement, encore une fois, mais l'erreur des hausses de taux de 25 centimes, de 0,25% dans le passé, vous en rappelez, on a eu des hausses de taux qui étaient de 50 points de base, de 75 points de base d'un coup. Pas avec du quantitative easing. C'est-à-dire c'est vrai, ça. Il ne faut pas oublier que la contraction bilancielle a un impact sur le coût de financement de l'économie qui est assez dur à chiffrer. Il y a une banque centrale qui n'est pas américaine, mais la banque centrale néo-zélandaise qui s'est livrée à un exercice d'évaluer, et elle considère que le coût de financement
enfin, l'impact de la contraction bilancielle de la Fédérale Réserve correspond à 400 points de base de hausse des taux courts. Donc ça veut dire que si on regardait de l'extérieur, il y a 200 points de base de hausse des taux courts Visible. plus 400 points indirects liés à la contraction bilancielle, ce qui ferait que les taux courts synthétiques serait à 6. Mais c'est un calcul très sérieux, Ouais. voilà, c'est ça, aurait progressé de 600 points de base. Donc il ne faut pas s'étonner qu'à un moment, ça commence à gripper. Voilà. Et donc, pour en venir à l'erreur de communication, tu as peut-être raison. Ce qui est vrai, c'est que Jérôme Powell, il a dit tout et son contraire entre octobre, novembre, décembre. Sur les taux, le taux neutre, donc qui ni ne freine ni ne soutient l'activité, il a dit au départ, je sais plus si c'était en septembre, en octobre, il a dit on en est loin, voilà, c'est ça. Après on en est proche, exactement. Et maintenant il dit on est flexible, on écoute les marchés. Et voilà. Donc, à mon il avis, est pragmatique, non? Oui, mais le pragmatisme, c'est pas dire. Non, je pense qu'il y a une erreur, à minima de communication, et à mon avis, il y a une erreur de politique monétaire. Mais l'exercice est facile. Donc il aurait dû faire quoi alors? Je pense qu'il aurait dû, notamment la réunion de décembre, il aurait dû introduire ce que c'était l'attente, notamment de pas mal d'investisseurs, en tout cas d'observateurs. Il a introduit une flexibilité sur justement le tightening, c'est-à-dire la contraction bilancielle. C'est-à-dire qu'il pouvait très bien introduire le fait que la Fed se disait prêt éventuellement à corriger sa trajectoire de contraction bilancielle. C'est-à-dire au lieu d'être à 50 milliards, elle pourrait très bien, au fond les conditions... Il ne l'a pas dit. Il ne l'a pas dit, il a dit non, au contraire, c'est déterministe, on souhaite que ça soit déterministe, et c'est 50 milliards tous les... Et ça semblait un peu dissonant par rapport à un environnement où les risques montaient de toutes parts. On avait quand même un signal du pétrole, on avait des données macro aux États-Unis qui, globalement, elles sont bonnes, mais comme il y a quand même... On voit que sur le marché automobile, on voit que sur l'immobilier, il y a quand même un fort ralentissement. On voit que le contentieux commercial entre la Chine et les États-Unis n'est pas sans conséquence sur l'évolution de l'économie chinoise. Donc on voit qu'il se passait un certain nombre de choses. Donc l'environnement perceptif se dégradait, et pour autant le président de la Fédérale Réserve, il était mandaté par son board, indiquait que non, pas du tout, on continuait le rythme, au contraire, c'est prévu, c'est programmé comme ça, on est en pilotage automatique. On ne peut pas être en pilotage automatique quand on voit les conditions de financement se dégrader probablement aussi vite. Mais d'où le fait qu'il ait changé son fusil d'épaule, son braquet d'épaule, Jérôme Powell, en début d'année. Mais c'est un peu tard, entre-temps, tu perds une quinzaine de pourcents sur le troisième trimestre. Ce qui est on peut faire le lien ou pas, parce que là, et on finit là-dessus, Xavier, entre le fait qu'on entre en saison de publication de résultats aux États-Unis, avec des hausses de profit qui sont attendues 7-8% de hausse. Vous êtes convaincu qu'on ne les fera pas, qu'on fera moins? Quel est le lien avec la Fed? Il y a un lien entre les deux, entre l'erreur qu'a pu faire la Fed et des profits qui risquent d'être moins importants que prévu? Oui, parce que les sociétés qui sont endettées vont devoir restructurer, enfin probablement améliorer leurs conditions de bilanciel. Donc, elles vont diminuer leurs investissements. Globalement, la stratégie d'une entreprise qui est confrontée à un renchérissement de ses coûts de financement et qui a un peu trop de dettes, qui voit son activité devenir un peu plus incertaine. C'est pas toutes les boîtes, ça, hein. Tu seras peut-être surpris, tu vas être surpris. Et donc, elle fait quoi? Donc, elle fait ce que fait tout capitaine quand il est au début d'une tempête. Il est à bord d'un voilier, il descend le spinnaker dans la soute, il réduit sa voilure. Tout l'abri. Voilà, on met les gilets de sauvetage. Et c'est ce qui a joué. On ne peut pas comprendre ce qui s'est passé, notamment sur les marchés européens. Il y a toute une série de titres qui ont été stressés un peu. J'ai entendu Patrick Artus sur ce plateau annoncer que les marchés pouvaient progresser de 20-25%. Alors oui, toutes choses égales par ailleurs, mais au fond, les marchés actions ont comment dirais-je, évalué le risque de crédit. Le coût de financement, ce que l'erreur de politique monétaire de la Fédérale Réserve a des conditions sur le coût de financement, une dégradation du coût de financement, y compris en Europe, malgré le fait que la BCE n'est pas tout à fait dans la même logique que la Fédérale Réserve. Et la dégradation du coût de financement, elle a de gros impacts sur les projections d'investissement, sur les générations de cash. Et donc, quand tu as une activité qui commence à ralentir, on diminue les stocks, on diminue un peu les enveloppes d'investissement, on fait moins de share buyback aux États-Unis. De rachat d'actions aux États-Unis, c'est moins vrai en Europe. On est peut-être moins tenté de faire du M&A, parce que le M&A, si on peut faire du M&A uniquement par émission ou parce qu'on a du cash, on peut se le permettre. Si on intègre les coûts de financement, la donne peut changer. Donc, si tu as à la fois en top line une dégradation perceptive, en coût de financement bilanciel,
des coûts qui sont en train d'augmenter, des frais fixes qui augmentent, qu'est-ce que tu fais? Tu commences à serrer les boulots un peu partout. Et si tous les agents commencent peu ou prou à faire ça, eh bien, en moralité, tu as un niveau d'activité qui commence à ralentir. D'ailleurs, ce sont les propos que tiennent à la fois les banquiers centraux européens et les banquiers centraux américains. C'est ça le paradoxe. C'est qu'en espace de 3 semaines, aux États-Unis, ils virent leur cutie très rapidement, ils commencent à dire on se calme, on se calme, on se calme. Et ce matin, Reuters nous dit que même les faucons de la Banque centrale américaine sont d'accord pour qu'il y ait une pause sur a priori 1 ou 2 trimestres. C'est pas une connerie ça? C'est pas une enfin, je veux dire, c'est pas le témoignage qu'ils ont fait une connerie juste avant? Ouais. C'est QFD. Hein. Voilà. Avec le risque d'ailleurs que les profits, encore une fois, ne soient pas au rendez-vous dans les trimestres à venir. Oui, je sais. Alors, je pense qu'aux États-Unis, il y a une normalisation qui commence à apparaître. Et normalisation, on l'a vu. Ça ne veut pas dire baisse. Normalisation, ça ne veut pas dire baisse. Hein. Non, bien sûr, mais ça veut dire moindre contribution. Donc, si tu as des marchés actions qui ont une compression de leur valorisation, c'est ça qui a fait baisser les marchés actions dans un premier temps. Ce n'est pas les earnings, ce n'est pas les bénéfices. Les bénéfices sont en croissance de part et d'autre de l'Atlantique. Il y a une compression des multiples de valorisation. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'incertitude. Donc ça, c'est le premier effet qui se coule. Le deuxième effet qui se coule, c'est de voir la dynamique des perspectives bénéficiaires. Aux États-Unis, forcément, ça va ralentir, et en Europe aussi. Ça ne veut pas dire qu'on est en récession bénéficiaire en Europe. On aura toujours une croissance des bénéfices, mais probablement pas celle qui est annoncée. Ouais. Le consensus il doit se situer à 8-9. Ouais. À mon avis, on peut oui, c'est ça, le diviser quasiment par au moins un tiers, le retrancher un tiers. Ça sera déceptif pour les marchés qui ne sont peut-être pas préparés à ça. Voilà, mais ça constitue malgré tout un facteur de soutien. La vraie question, c'est de savoir comment le coût de financement, notamment en Europe, va évoluer. Là, pour l'instant, on a un début d'année qui se passe plutôt bien. On a vu des émissions très importantes, aussi bien du côté des dettes souveraines, l'État français, l'État italien. Ouais. On a vu des très grosses razzia sur la dette italienne. On a vu des très grosses émissions corporate. Le marché américain s'est réouvert, donc on a des premiers signaux positifs. Donc ça peut permettre une respiration. Mais le facteur volatilité et incertitude est retourné sur les marchés et ça, il faut l'intégrer. Voilà, donc c'était le point de vue du jour signé Xavier Patrolin, le patron d'Albatros Capital. Merci beaucoup, bye.